Ces olives sont l'or vert de l'Espagne. Le pays est le plus gros producteur et exportateur d'huile d'olive au monde. Début janvier, la visite du vice-premier ministre chinois a d'ailleurs été l'occasion de signer un accord commercial juteux sur l'exportation de millions de litres d'huile d'olive espagnole. Mais ces olives suffiront-elles à sauver l'Espagne? Plus précisément, permettront-elles au pays d'éviter la faillite? En plus des accords commerciaux, la Chine a acheté pour 6 milliards d'euros de dette souveraine espagnole. Celle-ci atteint aujourd'hui 320 milliards. Et la Bank of China, la plus grande banque au monde, a désormais une succursale à Madrid. Le gouvernement espagnol, de même que les milieux d'affaires, ont salué ces accords comme autant de bonnes nouvelles pour l'économie d'un des États membres de l'Union européenne les plus durement touchés par la crise. Pour le rédacteur en chef adjoint du magazine économique Expansión, l'Espagne n'est pas pour autant tirée d'affaire. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que l'économie espagnole a deux problèmes majeurs. Elle manque de crédibilité politique et elle n'a pas de crédibilité financière. Donc il est très important qu'un pays comme la Chine parie sur l'Espagne. Mais je pense qu'il faut prendre des mesures pour que d'autres pays comme l'Allemagne et la France, d'autres pays européens, fassent confiance à l'Espagne et à l'économie espagnole et achètent de la dette publique espagnole. Cesena, à 30 km au sud de Madrid. L'histoire de ce complexe immobilier résidentiel vient tristement rappeler comment l'Espagne a perdu toute crédibilité financière et politique, à l'extérieur comme à l'intérieur. Plus de 13 500 appartements ont été construits ici il y a 4 ans. Depuis, moins de 3 000 ont trouvé preneur. Le promoteur a fui en Afrique. Des fenêtres condamnées, des rues désertes, cruels témoins d'un boom immobilier spectaculaire qui a mal tourné. Dans ces années fastes, le secteur assurait 1/5 des créations d'emplois en Espagne. William est colombien, il travaillait sur les chantiers. Aujourd'hui, il fait partie des 4 millions de chômeurs que compte le pays. La crise économique a frappé très fort ici. Je vis avec ma femme, mon fils de 20 ans et une fille de 8 ans. En ce moment, aucun des adultes ne travaille. On touche des allocations. Ici, tous mes copains, tous mes collègues sont dans la même situation. La vérité, c'est qu'en ce moment, la plupart des entreprises savent qu'on a besoin de travailler, alors parfois, elles proposent des salaires ridicules. Retour à Madrid. Les demandeurs d'emploi doivent s'inscrire dans des bureaux comme celui-ci pour pouvoir toucher leurs allocations chômage. Les portes ouvrent à 9 h, mais on vient faire la queue beaucoup plus tôt. Selon les dernières statistiques, le chômage touche 20% de la population active en Espagne. C'est 2 fois la moyenne européenne. Sans compter qu'un actif sur 4 est sous contrat temporaire. L'économie parallèle aide à contenir l'explosion sociale. Elle comptait pour 20% du PIB en 2009. Mon dernier poste de travail, c'était concierge d'immeuble. Mais pour des raisons de santé, je suis parti en congé maladie et à la fin, j'ai perdu mon travail. Maintenant, je suis au chômage, cela fait 2 ans déjà. Moi, j'espère que ça va s'arranger parce que pour l'instant, les choses vont mal. Il y a très peu d'offres d'emploi. Quand on passe des entretiens, il y a 5 ou 6 étapes de sélection. Ils veulent quelqu'un qui parle des langues étrangères, qui s'y connaisse en informatique, en marketing, en journalisme, pour un salaire de 900 € par mois. Et il faut dire oui parce que c'est mieux que rien. Je suis en train d'envoyer des CV partout en Espagne. Ça m'est égal de changer de ville. Mais même avec ça, quand je décroche un entretien, j'y vais, on ne me rappelle pas. Je dois faire encore plus. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Dans la rue, il y a de l'optimisme. Mais en réalité, je ne pense pas qu'on va sortir de la crise. Du moins pas cette année. Ça va être difficile si le gouvernement ne change pas sa façon de faire. Moi, j'ai de l'espoir. L'optimiste en moi dit oui, mais la réaliste dit non. C'est l'opinion de la rue. Comment créer de l'emploi en réduisant les dépenses publiques et les salaires tout en relevant les impôts? C'est pourtant la réalité à laquelle sont confrontés 45 millions d'Espagnols.
sacrifiés sur l'autel de l'austérité. Priorité du gouvernement, réduire la dette souveraine. Son plan de rigueur est similaire à ceux qui ont permis à la Grèce et à l'Irlande de décrocher l'aide de Bruxelles et du FMI. Reste que la 4e économie de la zone euro coûterait trop cher à secourir. Il lui faut absolument reconquérir les marchés obligataires. Si le gouvernement Zapatero ne réforme pas le système des retraites et ne rend pas le marché du travail plus flexible, il n'y aura pas d'alternative à un sauvetage financier. Il est vrai que pour un gouvernement socialiste comme celui de Zapatero, c'est le type de réforme qui implique de couper les avantages sociaux. Et ça fait perdre des voix. C'est très mal perçu par les électeurs, surtout que cette année, il va y avoir des élections régionales et locales, et l'année prochaine des élections nationales. Mais dans ce cas précis, les réformes sont nécessaires. Si nous ne les faisons pas, l'Europe devra voler au secours de l'Espagne. Réforme, emploi, crédibilité. Autant de défis à relever pour un gouvernement observé à la loupe par Bruxelles et par les Espagnols, comme Pablo. Il a perdu son emploi de réparateur d'imprimantes et de photocopieuses il y a 3 ans. Quand ses allocations chômage se sont taries, il a trouvé un temps partiel dans un magasin, pas assez pour payer un loyer. Il vit donc chez sa mère, il est divorcé et père de 2 enfants. Pour Pablo, le grand coupable, c'est l'euro. Je pense que la crise en Espagne est liée à l'arrivée de l'euro, parce qu'ici le coût de la vie a augmenté avec l'euro, mais les salaires n'ont pas bougé. Ils restent les mêmes qu'au temps de la peseta. Même quand on obtenait une augmentation, on nous l'annonçait en pesetas au début, pas en euros. Donc la vie a beaucoup changé. Pour moi, la crise a commencé avec l'euro. Ce qui est venu après, c'est la crise immobilière. Et on le voit ici, il y a des maisons très chères et les salaires continuent d'être ridicules par rapport à la hausse du coût de la vie. On parle d'union économique et monétaire, mais ce n'est pas vrai. Bon, monétaire, oui, la seule chose qu'on ait en commun, c'est la monnaie unique qu'est l'euro. Mais la situation économique est très différente. Et à la fin, chaque pays regarde ses propres intérêts et pas ceux de l'ensemble de l'Union européenne. Ça, c'est le grand problème de l'Europe. La raison pour laquelle les spéculateurs opèrent contre l'Europe, c'est qu'elle n'est pas unie. Reste l'espoir de voir une Europe unie se dresser contre la spéculation avant qu'il ne soit trop tard, avant que le projet de monnaie unique fragilisé par ses maillons faibles ne soit trop endommagé pour être reprisé.